Quel regard portez-vous sur la profession d'assistant médical? Un regard amusé, parce que c'est l'exemple type de mise en place de système qui montre toute l'ambivalence du gouvernement, quoi. Puisque à la fois on nous dit on va permettre aux médecins, et en particulier aux médecins généralistes, d'avoir des assistances qui leur fera gagner du temps médical. Et parallèlement, on voit qu'on leur demande d'augmenter leur cadence ou leur file active pour plus tard rémunérer ces assistants, puisqu'il est évident que la subvention, ça ne durera pas comme les impôts, quoi. Et que donc, au bout de 2-3 ans, les généralistes ou les médecins spécialistes qui auront des assistants se devront de les rémunérer. Et pour les rémunérer, quoi de mieux que l'augmentation des cadences et des files actives. Ça, c'est la première ambivalence. La deuxième ambivalence, c'est qu'on est sur une médecine qui est une médecine libérale. Et on lui demande de faire plus, de voir plus de patients puisqu'il y a un problème de démographie médicale et d'accès aux soins. Et pour faire cela, on la subventionne, ce qui est à l'opposé de l'idée même de médecine libérale. Et pourquoi on la conventionne? Pourquoi on la subventionne? Parce que dès l'instant où vous subventionnez l'exercice, vous faites contractualiser l'exercice, et donc vous le faites dépendre de discussions, d'indicateurs, de bonus et éventuellement de malus, etc., etc., tout un tas de choses qui sont quand même relativement éloignées d'une pratique indépendante. Ces assistants médicaux ne permettront-ils pas de dégager du temps médical? Sur le temps médical, ça peut évidemment avoir un effet, mais de quoi on parle? Quand on nous dit un assistant pour 3 médecins, par exemple, ça veut dire un tiers temps, un tiers d'équivalent temps plein pour chaque médecin. Ça veut dire que l'assistant qui lui sera aux 35 heures, alors que le médecin, on le sait, fait en moyenne 55 à 60 heures par semaine, le médecin donc ne bénéficiera de l'aide de cet assistant que pendant 12 heures. Est-ce que ça fait vraiment gagner du temps? Je ne sais pas. Ça va dépendre aussi d'une formation extrêmement précise de l'assistant à cette fonction-là, et ça va dépendre aussi de l'adaptation de l'assistant au médecin et du médecin à l'assistant. À moins de dire qu'on veut faire rentrer la médecine dans un cadre et que l'on encadre complètement la pratique, et à ce moment-là, la pratique de Pierre sera la pratique de Paul, mais là, on va complètement à l'échec. Concernant les assistants médicaux, quel regard portez-vous sur les avancées obtenues par les syndicats représentatifs? Il y a quelques avancées, effectivement, puisqu'on a vu qu'au départ, c'était un assistant pour 3, après ça a été un assistant pour 2, voire un assistant pour 1. On a vu qu'il y avait des demandes d'augmentation des files actives et une subvention qui allait décrescendo, et on voit bien que pour certains exercices qui sont les exercices qui sont, on va dire, les plus lourds, ceux qui ont le plus grand nombre de patients parce qu'ils sont dans des zones où on manque de médecins, la caisse recule un peu et dit bon, finalement on va pas vous demander d'augmenter vos files actives, etc. Donc il y a une certaine adaptation, mais on raisonne à la marge, quoi. On raisonne à la marge. Soit on veut aider les médecins et on ne leur demande pas de contrepartie, soit on veut placer autre chose derrière. On met l'assistant en premier rideau et derrière l'assistant, il se trame d'autres choses dans cette contractualisation en tant que surveillance et encadrement de la pratique. Donc c'est assez dangereux. Et d'autre part, il y a un autre problème dont personne ne parle, c'est celui des prud'hommes. Qu'est-ce qui se passera si le médecin licencie? Si l'assistant ne lui va pas, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la part de l'assurance maladie dedans puisqu'elle subventionne? Est-ce que juridiquement elle prendra part à la mesure de licenciement ou non? Est-ce que le médecin va se retrouver seul à discuter au prud'homme et à payer les éventuelles pénalités? Et donc, est-ce qu'il va vraiment y avoir une liberté de choix quant à son assistant, quoi? Ou est-ce que c'est la caisse qui va dire, voilà, on a un pool d'assistants, on va le distribuer là, 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 là. Moi, je suis désolé. On est dans une relation de salariat, dépendant d'un médecin employeur, ça peut amener un certain nombre de déconvenues. Il va falloir qu'on le regarde. Quel regard portez-vous sur le principe des CPTS? On nous dit qu'il y a un problème de pratique pluridisciplinaire et qu'il faut favoriser la pratique disciplinaire. Mais où a-t-on vu que les médecins ne travaillaient pas à plusieurs? Donc ils travaillent déjà à plusieurs. À qui veut-on faire croire que les médecins ont un exercice isolé, comme le dit ce gouvernement? Il n'y a aucun médecin sur le territoire français qui exerce de façon isolée. Ça n'existe pas. Même le type qui est tout seul dans son cabinet, il est de fait lié avec les autres praticiens. Il est relié, plus ou moins bien. Mais le plus ou moins, la partie ou moins
elle dépend de l'État. S'il y a une fracture numérique dans ce pays, s'il y a un problème d'aménagement du territoire, et en particulier aménagement du territoire numérique, ce n'est pas la faute du médecin. C'est pas pour ça qu'on doit lui donner une responsabilité territoriale, etc. Et lui dire, coucou, tu vas aller exercer avec d'autres, en te mettant dans un cadre qu'on a défini comme le CPTS, et tu vas arrêter avec ton exercice isolé. Il n'y a pas d'exercice isolé. Par contre, il y a un exercice indépendant. Il y a un modèle qu'on nous met en place qui est ces fameux CPTS. Là encore, je me méfie de ce qui se trouve vraiment derrière le rideau. On sait qu'il y a une contractualisation avec les ARS. On sait que les ARS vont veiller à un certain nombre de prérequis qui devront être remplis en 2, 3, 4 ans. On sait tous, et ceux qui travaillent en établissement le savent encore plus, on sait tous que quand on met le doigt dans la contractualisation, celle-ci va crescendo année après année et que les indicateurs se multiplient. Et on voit bien que dans les CPTS, on vous parle déjà de temps de réunion pluridisciplinaire. Quand il y a des temps de réunion pluridisciplinaire, en général, elles sont liées au projet médical. Ce projet médical doit être un projet médical territorialisé ou régionalisé. Il est donc lié à l'ARS qui verra si ce projet médical est bien rempli, est bien suivi, etc. Et très rapidement, on verra apparaître ce qui existe pour les établissements de soins, c'est-à-dire des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Et c'est pour ça que la profession qui l'a globalement compris ne veut pas de ce système. Parce que l'autre problème, c'est celui-là. On a des syndicats qui actuellement discutent en convention des CPTS, mais ces discussions reflètent-elles le terrain? J'en suis pas du tout persuadé. Pas du tout persuadé. Je pense que le taux d'acquiescement au CPTS du terrain doit être aux alentours de 10 ou 15%, pas plus. Quelle appréciation générale portez-vous sur les négociations actuelles? On a un président qui, depuis le début, depuis son accession à la présidence, se présente comme jupitérien. Et Ma Santé 2022 est l'exemple type de cela. Je veux dire, on a quand même un président qui nous a présenté Ma Santé 2022 le 18 septembre 2018. Elle n'a pas varié d'un iota depuis, c'est-à-dire on applique exactement ce qu'a dit M. Macron. Donc les discussions, elles sont tout à fait à la marge. Qu'est-ce qu'on fait? On discute qu'un assistant soit pour 2 ou 3, que finalement on donne tant de dizaines de milliers d'euros au CPTS. Et je n'ai pas entendu s'élever du tout les syndicats représentatifs de médecins libéraux. Ce terme est important. Libéraux au sens d'indépendance, je ne les ai pas entendus s'élever du tout quand M. Macron a dit que le paiement à l'acte, comme la tarification à l'activité, enfin à l'acte il l'appelle, parce que comme ça on fait une espèce de mélange entre la tarification à l'activité et le paiement à l'acte, ce qui n'a strictement rien à voir, mais ce n'est pas grave, devait devenir minoritaire à l'horizon 2022 et que le forfait, lui, et le paiement au parcours devaient devenir majoritaires. C'est-à-dire qu'on a des syndicats représentatifs de médecins libéraux qui acceptent qu'on modifie complètement le mode de rémunération dans le dos des médecins de ville, les faire rentrer dans un forfait qui deviendrait majoritaire, et ce forfait, au sein de ce forfait, le paiement au parcours de soins à l'épisode de soins deviendrait lui aussi majoritaire. Et qu'est-ce que le paiement ou le parcours à l'épisode de soins? C'est la dépendance de la ville au GHT. C'est-à-dire que c'est le directeur de l'hôpital qui aurait les cordons de la bourse et qui, au final, en bout de ligne, paierait les équipes médicales qui s'occuperaient du patient lors de son parcours. On est où là? On n'est plus du tout dans la médecine libérale, on est dans un autre modèle de soins. Et à la place de ça, alors que c'est de ça qu'il faudrait parler, parce qu'après tout, ça peut se discuter, c'est un point de vue philosophique, sociologique, etc. sur la profession. À la place de ça, on discute des assistants et des CPTS. Je veux dire, ils sont à côté de la plaque. Selon vous, que vont changer ces réformes à l'exercice libéral? Est-ce qu'on peut encore parler de médecine libérale? La vraie question, elle est là. Est-ce qu'on peut encore parler, alors qu'on vous subventionne des assistants, alors qu'on vous fait rentrer dans des modèles de CPTS qui sont globalement définis par le politique à la base? On est typiquement dans un cadre, dans un truc, dans une idée de la médecine qui est une idée qui va bien à l'administrateur, qui va bien au calcul économique, mais qui, je suis désolé, dans beaucoup d'exercices, est totalement éloigné de la réalité. D'une espèce de fast-food où on rentre et on va voir le médecin, on est déshabillé, on a un début d'interrogatoire, on a quelques papiers qui sont remplis, et puis on rentre et le médecin vous examine à la va-vite, vous finissez en urgence, vous ressortez. C'est ça qu'on veut? Le temps où le patient se déshabille, c'est un temps qui est super important dans l'examen. Parce que souvent, il vous dit des choses qu'il ne vous dira pas à un autre moment. Sur le reste,
On ne peut pas parler de Ma Santé 2022 sans parler quand même de la vente à la coupe de la profession à laquelle on assiste depuis quelque temps, avec notamment des actes qui étaient des actes réservés aux médecins, qui maintenant sont faits par les pharmaciens par exemple. On a donné l'autorisation aux pharmaciens de vacciner, maintenant on leur donne l'autorisation de prescrire des médicaments qui logiquement étaient des médicaments prescrits sur ordonnance, de les donner, de les délivrer sans ordonnance. Je veux dire, on est en train de vendre à la découpe la profession des médecins. Et parallèlement, vous avez des plateformes de téléconsultation commerciale qui, elles, se développent, cherchent à se mettre sur l'acte, entre guillemets, facile ou léger. Et on va développer les déserts un peu plus. Que proposeriez-vous en lieu et place de ces deux réformes? La proposition, elle est toujours la même. Hein. D'abord, qu'on foute la paix aux médecins, quoi. Moi, je crois qu'on a besoin de changer la relation avec les soignants. Pour changer la relation avec les soignants, on doit construire un climat de confiance. Pour construire un climat de confiance, on doit reconnaître quel est leur rôle. Pour reconnaître quel est leur rôle, on doit les considérer justement. On doit les rémunérer justement. On doit les reconnaître justement. Et on ne doit plus les mépriser, quoi. Il faut définir ce que vaut un médecin aujourd'hui. Et ça ne vaut pas en termes de forfait ou de machin ou de truc. L'acte de base, combien il vaut? Notoirement, on sait que ce n'est pas 25. Donc que le politique ait le courage de ses ambitions, que la France ait le courage de ses ambitions vis-à-vis de ses soignants. Ce pays n'aime pas ses soignants. Et on ne peut, à mon avis, il n'y a pas d'autre solution que de garder ce qui a fait la chance de la France, et ce qui a fait le particularisme français, et qui a créé cette espèce de miracle français qui fait qu'on était classé premier à l'OMS il y a maintenant 20 ou 25 ans, c'est le fait d'avoir un système libéral fort à côté d'un système public fort. Et pour avoir un système libéral fort qui aménage le territoire, qui se développe, ben, il faut foutre la paix aux médecins. Et il faut les libérer et leur faire confiance. Qu'on nous donne des rémunérations et des tarifs à la hauteur de ce qu'ils doivent l'être, et on pourra contractualiser tout ce qu'on veut, et on emploiera comme on le voudra. Nous sommes des chefs de micro-entreprises. On a une entité qui décide, qui est l'administration, y compris pour le soin, même si on a le ministre de la Santé qui est médecin, c'est quand même l'administration et c'est Bercy qui décide de tout. Il faut arrêter avec ça. Et le reste, évidemment, il faut changer les études. Évidemment, il faut, à l'intérieur des études, avoir toute une part qui est celle de comment on gère un cabinet libéral, quelles sont les particularités de l'exercice libéral, etc. Et évidemment, il faut développer les maîtres de stage. Et évidemment, il faut mieux les rémunérer aussi. Évidemment, il faut qu'on aide les gens à s'installer, à avoir un guichet unique. Ça, c'est déjà dans la loi, c'est bien, c'est des avancées, mais il faut les développer encore plus. Évidemment, ces choses-là. Évidemment, il faut foutre la paix aux gens et avoir moins de temps de non-soins, le temps administratif, etc., etc. Tout ça viendra à côté. Mais d'abord, il faut commencer par reconnaître les soignants pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un des derniers ciments sociétals et une des dernières briques qui tient un petit peu les territoires. Les territoires.